Alors, je vais essayer de faire court. Donc pour ceux qui me connaissent pas, hein, je suis mineur de Bitcoin depuis 2011, président fondateur de Delupay et accessoirement aussi l'un des dirigeants de la banque de Lubac et compagnie, qui est une banque qui existe depuis 1924 et qui a été la première banque française à avoir l'enregistrement PSAN. Alors, la blockchain a été une révolution dans le domaine de la confiance. Au lendemain de la crise de 2008, avec la création du Bitcoin, on passe de « faites-moi confiance pour vous rendre vos dépôts » à « vos actifs sont garantis par les mathématiques ». Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de méfiance aujourd'hui? Et malheureusement, c'est parce qu'il y a eu énormément de scandales. Et quand on pense que ça va s'arrêter, eh bien, ça continue. Vous voulez acheter des bitcoins, vous les mettez chez Mt. Gox, qui a été créé en 2009, manque de chance. En 2014, ils font faillite. Et ce n'est pas exactement un problème réglé parce qu'aujourd'hui, on le sait, on est juste au lendemain de la faillite de FTX. Vous vous dites, OK, bon, je vais aller échanger une crypto contre une autre crypto sur un bridge décentralisé. Sauf que, rien que cette année, sur Harmony, il y a eu un hack à 100 millions, sur Nomad, 190 millions, sur Wormhole, 326 millions, sur Ronin, 624 millions, au total, plus d'1 milliard. Ça fait beaucoup. Vous avez un certain nombre d'ICO que les VC eux-mêmes, y compris les acteurs spécialisés, sont assez mal outillés pour auditer. Je ne parle même pas du grand public. Beaucoup de projets fantaisistes, hein, c'est ce qu'on appelle les rug pools, notamment dans le Web 3, mais pas que. Donc le rug pool, hein, classiquement, c'est quoi? C'est vous avez un projet qui paraît magnifique, vous investissez, et puis finalement, les promoteurs du projet partent avec votre argent, et il n'y a pas vraiment de projet. La faible liquidité sur le grand nombre de tokens qui existent aujourd'hui, vous avez quelques majeurs comme le Bitcoin, le BNB et quelques autres, mais vous avez aussi un grand nombre de petits tokens que peu de personnes connaissent, et donc, compte tenu de leur manque de liquidité, eh bien, ça favorise les manipulations de marché. Les manipulations de marché, ce n'est pas un problème qui est propre aux crypto-monnaies, c'est un problème qui existe aussi dans le domaine des actions, et notamment les actions à faible capitalisation, on le voit souvent. C'est ce qu'on appelle le pump and dump. Vous avez une personne qui fait de la retape sur les réseaux sociaux, suivez mon regard, et puis, quand tout le monde a acheté le token qu'il avait acheté préalablement, il le vend et la valeur s'effondre. Ce type de crypto-arnaque a quand même cumulé près de 3 milliards rien que l'année dernière. Du coup, ça a tendance à générer de la méfiance chez les acteurs dont l'écosystème a besoin. On a en France un très bel écosystème crypto, mais il ne peut pas vivre dans le vide sidéral. Et il a notamment besoin de 2 ingrédients essentiels. D'abord, une réglementation appropriée, solide, et puis des ponts avec la finance classique. Quand on va acheter des bitcoins, il faut pouvoir les acheter à partir de son compte en banque. Sinon, on est un peu embêté. Or, pour commencer avec la réglementation, il y a un sérieux problème de perception. Si vous regardez l'étude, page 19, hein, vous voyez quoi? Vous voyez que 45% des Français répondent encore par des affirmations comme « La France impose trop de contraintes réglementaires à l'industrie des crypto-monnaies » ou bien « La France est peu incitative pour développer l'industrie des crypto-monnaies », alors que pourtant, la France est très en avance avec le régime PSAN depuis 2019 quand même. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a cette perception? Et on ne peut pas simplement la balayer d'un revers de main. Si on a cette perception, c'est qu'il y a un problème, d'ailleurs ça a été dit avant moi, et notamment un problème d'éducation. Et puis la France, avec son régime qui fonctionne très bien, ne peut pas non plus rester sur ses acquis. L'obtention de l'agrément, qui va devenir obligatoire, il ne faut pas l'oublier, et qui est un élément indispensable pour pouvoir permettre aux entreprises françaises de rayonner en Europe, puisque c'est bien l'agrément qui, avec MiCA, sera passeportable, est pour l'instant extrêmement difficile. Or, le risque d'une réglementation trop contraignante, c'est de priver les entreprises françaises d'un nouveau mode de financement, de brider l'innovation et d'éloigner le territoire français des projets de qualité qui, s'ils ne se font pas ici,
risque bien de se faire, mais ailleurs. Réglementation qui s'est quand même essentiellement focalisée sur un aspect qui est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et peut-être un petit peu moins sur la protection de la clientèle, qui est essentielle. Si on veut une adoption massive, il faut que les gens soient rassurés. Au niveau des banques, je dirais que c'est pire. Et là, je parle en tant que banquier. Alors, du chemin a été parcouru depuis l'étude de l'année dernière, dans la dernière étude ADAN. 70% des entreprises crypto déclaraient avoir eu des difficultés pour recourir à des services bancaires, c'est-à-dire tout simplement ouvrir un compte. Aucune banque voulait leur ouvrir un compte. Alors, aujourd'hui, elles savent où s'adresser, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'elles ont des clients et des fournisseurs dans d'autres banques. Et que parfois, les confrères, alors bon, les opérations avec les clients et les fournisseurs, ça va, mais pour les gens qui veulent acheter des cryptos, eh ben, les confrères bloquent souvent toutes les opérations liées aux cryptos, sans explication. Vous avez des gens qui font des circonvolutions, qui ouvrent un compte dans une néobanque pour pouvoir opérer des opérations parfaitement légales sur les cryptos, comme si finalement ils lançaient un grand schéma de blanchiment. Vous avez des acteurs aussi qui sont utiles aux acteurs du domaine crypto, tous ceux par exemple qui proposent du banking as a service, qui vont aller leur imposer des choses qui sont une ingérence absolue dans leur gestion, et notamment par exemple d'utiliser tel ou tel prestataire et pas un autre pour leur authentification de la clientèle. Et puis vous avez tous ceux qui prétendent faire du custody et qui en fait, quand vous creusez, bon, bah, y a des actifs tokenisés, puis c'est à peu près tout. Et pourtant, les activités illicites ne représentent, en fonction des années, que 0,15 à 0,24% des transactions en crypto-monnaie. Et ça, c'est quand même beaucoup moins que sur les monnaies fiat. Donc normalement, quand on a une transaction en crypto et qu'on est banquier, normalement, on devrait se dire « Ah, c'est rassurant, c'est une transaction en crypto ». Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, est-ce que c'est un manque de connaissances ou est-ce que c'est autre chose? Une fois qu'on a dit tout ça, on fait quoi? Eh bien, moi, je pense qu'il y a vraiment un volet sur la réglementation qui est nécessaire, qui porte sur la protection de la clientèle. Vous avez aujourd'hui un manque d'auditabilité chez ceux qui assurent de la custody, et en particulier de la custody chez le grand public. Certains acteurs ont fait des avancées en proposant du proof of reserve, mais ce n'est pas encore universel, et ça n'est même pas obligatoire. Pour ce qui concerne les ICO, le visa de l'AMF reste facultatif. Ce qui veut dire que finalement, vous pouvez avoir aujourd'hui des ICO en France qui sont complètement fantaisistes et personne ne les a contrôlés. Et puis, vous avez les plateformes, les plus grandes plateformes ont tendance à lister énormément de tokens et finalement à se dédouaner un petit peu de la responsabilité qu'elles portent en les proposant au grand public. Et ça, il y a peut-être un petit peu de diligence à mettre en œuvre. Enfin, il manque peut-être aussi un cadre et des lignes directrices pour protéger les institutions financières, mais aussi pour les rassurer. Si les institutions financières ont une ligne directrice de la CPR qui leur dit « bon ben voilà, avec les cryptos, vous pouvez faire ça, ça et ça, et voilà les diligences exactes que vous devez faire », et ben à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple pour les entreprises du secteur crypto de travailler avec les banques. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu compliqué parce qu'on défriche, et puis on découvre au moment où la CPR passe s'ils sont contents ou pas. Et puis, vous avez encore un aspect, c'est la fiscalité. Vous avez n'importe quel type d'actifs financiers hors les cryptos, vous avez votre intermédiaire qui va déclarer pour vous. Et vous allez tout retrouver au moment de faire votre déclaration d'impôt, c'est le moment là. Les déclarations d'impôt, on est tous en train de les faire. Eh bien, les cryptos, vous allez devoir les déclarer vous-même. Et bonjour les calculs. Il y a même des startups qui sont créées là-dessus. Donc bon, c'est aux acteurs du secteur de prendre leurs responsabilités en devançant cette réglementation, certes, mais il y a peut-être un petit travail à faire avec les pouvoirs publics. Et il y a aussi également un aspect de diplomatie, parce que c'est bien, et c'est même très bien, d'accueillir des acteurs étrangers et de faire de la France une place mondiale dans le domaine de la crypto, mais il faudrait peut-être aussi aider un peu les acteurs français et les aider à se vendre à l'extérieur de nos frontières. La France est en avance.
Elle est en capacité de devenir la place financière mondiale de la finance décentralisée, de rayonner dans le monde. Il y a encore quelques étapes à franchir. À nous tous de rendre ça possible. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.